j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau point lecture. Alors, je suis désolée, je risque d'être un peu perturbée, j'ai un problème de trépied, mon trépied est cassé. Et du coup, j'ai dû bidouiller un truc, il n'est pas à la même hauteur que d'habitude. Alors vous allez peut-être pas voir la différence, mais moi je vous assure que ça me perturbe, parce que j'ai pas le même angle avec l'appareil photo, c'est complètement débile, hein, mais je vous jure ça me gêne. Et puis bon, la situation étant ce qu'elle est actuellement, je ne me vois pas commander un trépied, c'est pas du tout un truc vital aujourd'hui, hein. Du coup bah je vais faire avec celui-là jusqu'à ce que on puisse de nouveau se déplacer et aller dans les magasins, ce qui fait que du coup là je vous assure que je suis extrêmement perturbée. Donc je suis désolée d'avance si je passe mon temps à me tripoter, à faire des trucs chelous comme ça, parce que je sais pas, ça me perturbe. Voilà, c'est tout. Voilà, c'était l'info pas utile du jour. Deuxième petite info, si de temps en temps vous voyez que j'ai des yeux tout rouges ou tout brillants, c'est que j'ai éternué, hein, et que j'ai coupé au montage parce que je me tape des allergies du feu de Dieu depuis 3 semaines et j'ai du mal à maîtriser cette partie de mon corps. Voilà, c'est tout. C'était la deuxième info qui ne sert à rien. Du coup maintenant on va parler de lecture, de mes pas toutes dernières lectures parce que j'ai énormément lu dernièrement et que du coup bah j'ai coupé en deux, hein, mais de lectures assez récentes quand même. Et du coup je vais vous présenter, je crois, 7 romans en tout aujourd'hui. Je vais vous parler de petits livres jeunesse. Donc le premier, il s'agit de Touche pas à mon étang de Julien Artigue aux éditions Scrinéo. Alors c'est vraiment une toute petite histoire, je crois que ça fait tout juste 100 pages, écrit extrêmement gros. Il n'y a pas de rebondissement dingue. On suit une petite fille, je me souviens plus de son nom d'ailleurs. Garance. Une petite fille qui s'appelle Garance qui va être envoyée en vacances chez ses grands-parents. Alors la première année où on l'envoie chez ses grands-parents, elle le vit plutôt mal, vraiment, parce qu'elle a pas envie d'aller là-bas. C'est dans un bled paumé, il y a rien à faire. En plus c'est pas des grands-parents, c'est pas les grands-parents qu'elle fréquente le plus, donc forcément, elle a pas envie d'y aller en fait. Finalement, elle va pas avoir le choix, hein, ses parents l'y envoient parce qu'ils ont pas le choix non plus. Et elle va, dès la première année, en fait, adorer ses vacances parce qu'il y a un étang pas loin de chez ses grands-parents, étang auquel elle se rend avec son grand-père tous les jours pour pêcher. Et ça va devenir vraiment un rituel qu'elle adore et des vacances qu'elle va affectionner au plus haut point. Elle va faire ça pendant des années et arriver à, je crois qu'elle a 11-12 ans, quand on est dans l'aventure, elle retourne donc en vacances chez ses grands-parents et là elle apprend que l'étang va être vidé parce que l'étang en fait a été créé grâce à une mais c'est dingue, je trouve plus mes mots. Grâce à un barrage, voilà. Une loi est passée obligeant à fermer ce barrage et du coup si on ouvre le barrage plutôt, l'étang va se vider et voilà, Garance est choquée parce qu'elle veut pas perdre l'étang sur lequel elle va pêcher constamment avec son grand-père, et surtout elle apprend que bah, quand on va le vider, les poissons qui sont dedans vont tous mourir quoi, donc pour elle c'est scandaleux. Alors il y a une solution, c'est de créer un passe-poisson. Voilà, sauf que ça coûte extrêmement cher et que la commune dans laquelle vivent ses grands-parents est une toute petite commune, il y a très peu d'habitants, donc très peu de budget. Sauf que Garance va décider que non, elle ne se laissera pas faire et elle va tout faire pour sauver cet étang. Donc voilà, elle va se lancer dans tout ce qu'elle peut du haut de son jeune âge, hein, bien sûr, pour essayer de sauver cet étang. C'est assez sympa, c'est surtout un petit... c'est surtout un petit pic, un petit truc, tu vois, pour te parler un petit peu d'écologie et te montrer que même les plus jeunes, et en fait, ouais, même les plus jeunes peuvent s'intéresser à tout ça. Et j'ai trouvé ça vachement cool dans le sens où en fait, vous savez que j'adore les trucs intergénérationnels comme ça, et là en fait, ceux qui veulent sauver l'étang, et ben en fait, c'est les grands-parents, enfin le grand-père principalement, et la petite fille. Et en fait, j'ai trouvé ça vraiment chouette. C'était sympa, voilà. En plus, l'auteur s'est inspiré de l'étang qui est près de chez lui, hein, qu'il essaye de sauver lui aussi. Et puis à la fin du roman, vous avez pas mal de petits trucs pour t'expliquer qu'est-ce qu'une manifestation, qu'est-ce que ceci, cela. Donc c'est assez ludique. Pour les petits, c'est vraiment chouette. Pour les plus grands, se sent pas, voilà, ça casse pas trois pattes à un canard, hein, ça va pas, c'est pas le truc qui va me marquer, mais moi j'aime beaucoup lire des trucs comme ça pour savoir si après je peux les faire circuler à mes nièces par exemple. Et celui-là, oui, il va partir dans le colis qui est prêt là, qui grossit du coup, hein, puisque je peux pas l'envoyer, mais il va être mis dans le colis pour mes nièces, parce que je pense que ça peut franchement leur plaire, et c'était une lecture plutôt mignonne. On va rester dans le tout petit jeunesse, donc je vais vous parler de 13 Martin de Noël, de Sophie Marvaux, donc aux éditions Poulpe Fiction. Je l'ai depuis novembre, je crois, ce livre, et je sais pas, j'avais pas envie de le lire, et puis finalement là, je me suis dit, allez, tente le coup. Alors oui, ça se passe à la période de Noël, mais sincèrement, c'est pas si traumatisant que ça, puisque en fin de compte, le vrai mystère de ce bouquin, c'est pourquoi
les 13 Martins ont été invités. Donc nous on va principalement suivre les 2 enfants, donc Tristan et Joy. En fait un jour ils vont recevoir un courrier, enfin les parents vont recevoir un courrier les invitant à se rendre dans une grande maison. En fait une dame les aurait invités, voilà, une femme qui s'appelle Madame Bellevue, voilà, les aurait invités à passer Noël. Finalement, ils vont accepter, hein, ils vont y aller, toute la famille part là-bas, et en fait, quand ils sont dans le car pour se rendre dans cette maison, ils vont se rendre compte qu'il y a plusieurs familles, et surtout que toutes les familles, dans toutes ces familles, le père s'appelle Sébastien Martin. Et à partir de là, Tristan et Joy vont se dire qu'il y a un mystère là-dessous et ils vont essayer de comprendre. D'autant plus que quand ils arrivent dans la maison, la personne qui les invite n'est pas là. Ils vont tous un peu s'installer comme ça, sans que la propriétaire des lieux soit là, sans savoir ce qu'ils font là. Alors c'est hyper étrange. Et on a tout ce mystère de qui est cette Madame Bellevue, pourquoi elle a regroupé autant de familles s'appelant Martin, voilà, qu'est-ce qu'elle leur veut, et eux ils échafaudent plein d'idées, plein de choses, et ils essayent de mener une petite enquête dans cette très grande maison. Alors c'était sympa, mais j'avoue que j'ai pas trouvé ça complètement dingue en fait. Je m'attendais à un peu plus. Ouais, je m'attendais un peu plus. Alors après, il y a une petite enquête, donc c'était assez sympa. Mais c'est vrai que pour moi, je sais pas pourquoi, on allait être un peu plus dans du roman de Noël. Et en fait, pas tant que ça se passe à Noël, ils sont invités à fêter Noël. Il y a une espèce de préparation du dîner vite fait. Mais on est vraiment finalement dans cette enquête, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Ça reste une enquête qui est quand même assez survolée, hein. C'est pas quelque chose de fou, hein, puisque là, il est juste question de savoir qui est Madame Bellevue et pourquoi elle a regroupé les Martins. L'explication était plutôt mignonne, donc voilà. Mais après, voilà, ça restera... C'est un livre que je vais... vite oublié, c'est pas Chez Poulpe, celui sur lequel c'est pas celui que je vous recommanderais forcément, même si voilà, c'était sympa mais sans plus. On va passer chez de l'adulte maintenant. Donc j'ai lu L'Étoile Noire, Origine, le tome 1 de Jennifer L. Armentrout. Alors, cette saga, de Jennifer L. Armentrout, vous avez déjà vu sur ma chaîne la saga Lux, que j'ai terminée, et la saga Covenant. Cette saga-là, Origine, c'est un spin-off de la saga Lux. C'est un spin-off qui se passe après Lux. C'est-à-dire qu'à la fin de Lux, il se passe quelque chose. et puis bah, après, on est là. Voilà. Donc dans Origine, je sais pas si ça va pas vous spoiler, ça me... Voilà. Bref. Ça spoil sans spoiler, donc je pense qu'on peut quand même y aller sans trop de risques. En fait, dans la saga Lux, on découvre qu'il y a des êtres différents qui viennent... voilà, ce sont des êtres différents. Et en fait, ils sont cachés, hein, personne ne sait qu'ils sont présents. Et dans Origine, en fait, c'est un peu comme dans... ce que je disais, je crois, dans un vlog, ou je sais plus où. C'est un peu comme dans la série True Blood, en fait. C'est comme dans True Blood, les vampires... tout le monde sait maintenant qu'ils existent, tout le monde doit cohabiter avec eux, et bien là c'est pareil, les êtres qui sont différents, tout le monde sait qu'ils sont différents, tout le monde sait d'où ils viennent, ce qu'ils font, etc. On doit apprendre à vivre avec eux, la société a mis en place des choses pour qu'on sache qu'ils sont ce qu'ils sont, voilà. C'est un peu difficile de faire attention à ce que je dis. Et nous, en fait, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Evie et qui, en fait, va un soir aller avec une copine dans une espèce de boîte. Dans cette boîte, il y a beaucoup de ces êtres différents. Et en fait, elle va faire la... Je viens de voir qu'en fait, dans le résumé, ils disent exactement ce que c'est. Donc, les êtres différents sont des Luxènes et ce sont des extraterrestres. Voilà, c'est écrit dedans. Donc, en fait, je spoil rien. Donc voilà, Evie va aller en boîte et elle va faire la connaissance de Luc qu'on côtoie dans Lux d'ailleurs, et qui était un personnage que j'aimais beaucoup, donc j'étais contente moi qu'on le développe un peu plus là. Et en fait, Evie et Luc vont commencer à avoir une relation bizarre dans le sens où Luc est très désagréable avec elle, mais vraiment très désagréable avec elle, et va commencer à un petit peu... Alors, il va vouloir être tout le temps avec elle, mais en même temps il passe son temps à l'envoyer chier, c'est assez particulier. Evie, elle, comprend pas trop ce qui se passe, et puis elle va se retrouver mêlée aux histoires des Luxènes. Je vais m'arrêter là, parce qu'en fait, le reste, si vous avez pas lu Lux, je vais vous spoiler Lux, et ça voilà, hein. Maintenant, si vous avez envie de lire Origine, mais pas Lux, c'est possible. Sincèrement, c'est possible. On y fait référence un petit peu, mais bon, sans plus que ça spoil quelques éléments, mais c'est pas non plus dingue. C'est très difficile de vous parler du coup de cette saga, sincèrement c'est très difficile. On est encore une fois dans une romance paranormale, clairement, une romance assez young adulte dans le fond,
Là, j'ai trouvé ça assez sympa parce qu'on retrouve quelques personnages qu'on avait dans Lux, notamment Daemon qui vient un petit peu, et puis d'autres personnages. Le fait qu'on retourne un peu dans l'univers de Lux, c'était assez chouette. Je vous dis, moi, Luke, c'est un personnage que j'aimais beaucoup dans la précédente saga. Du coup, le retrouver là en héros de la série, je trouve ça génial. Le personnage d'Evie m'agaçait profondément au départ, et puis finalement, quand on apprend le secret, parce qu'il y a forcément un secret, quand on apprend le secret, on se dit ah ok, ça explique quand même pas mal de choses, même si je comprends pas tout. En fait, j'étais un peu en mode mais c'est possible ça. Leur relation est, c'est une romance quoi. Voilà, après c'est du Jennifer et l'Armentrout quoi. On est dans une romance paranormale dont je peux pas trop vous parler, donc en fait ça sert à rien tout ce que je suis en train de dire. Je suis désolée, voilà. En tout cas, je peux vous assurer que j'ai très très envie de lire le tome 2. Et je confirme pour tous ceux qui m'ont posé la question, c'est un spin-off de Lux et ça se passe après Lux. Tout le monde m'a dit non, ça n'a rien à voir et tout. Si, hein, on parle bien des personnages qui sont dans Lux, donc si, c'est bien un spin-off et c'est bien après. C'est écrit d'ailleurs, hein, 4 ans après. Donc, voilà. Bref, la vie qui sert à rien, je suis désolée. Je vais maintenant vous parler de Ambition de Johan Dubos aux éditions Snag. Cette couverture est juste, voilà, hein, c'est une vraie beauté, voilà, Aurélien Polis, hein, voilà, bref. Alors, je me souviens plus de tous les noms, alors j'espère que je vais pas dire de bêtises. Alors déjà, on est dans le futur, on est en 2300 quelque chose. Les hommes, en fait, ont envie de conquérir l'espace. Et un groupe, en fait, va par accident briser un espèce de voile invisible, en fait. Et ce phénomène, on va l'appeler la résonance. Et à partir du moment où ça va avoir lieu, tout va changer pour tout le monde sur Terre. Donc dans cet équipage, il y avait une femme qui s'appelle Clé, qui est... quel rôle elle a là-dedans? Elle est mécano, on va dire. Voilà, elle est mécano. Elle était là au moment où il y a eu où le voile s'est brisé. Elle faisait partie vraiment de cette équipe, ce qui fait qu'à son retour sur Terre, elle a été un peu détestée par tout le monde. La résonance, en fait, ça a créé quoi? Ça a juste révélé les êtres fantastiques qui étaient déjà présents. En gros, sur Terre, il y avait déjà des fées, des monstres, plein de choses qui existaient, sauf qu'on ne les voyait pas, ils étaient invisibles pour l'être humain, et avec le fait qu'on brise ce voile invisible, eh bien aujourd'hui, ils sont visibles à nos yeux, et surtout, eux, ça leur plaît pas plus qu'à nous d'être vus, et ça va créer une espèce de... Alors pas une espèce de guerre, mais une espèce de panique, en fait, auprès de la population humaine, parce que forcément, du jour au lendemain, tu découvres que chez toi se baladent des petits elfes, que ton voisin est un espèce de truc bizarre qui ressemblerait à un espèce de loup et qui pourrait te bouffer, enfin voilà, bref, tu te rends bien compte qu'au début, c'était compliqué. Donc, ceux qui dominent un petit peu le monde, donc le conglomérat, qui est un ensemble en fait de hauts fonctionnaires oui, encore fonctionnaires, c'est pas le bon terme, mais de personnes en fait qui ont des entreprises, et les entreprises les plus riches de la mondiale en fait, se sont regroupés pour créer un conglomérat, et c'est eux qui décident un peu de tout en fait sur Terre. En fait, eux ont décidé que plutôt que de laisser l'humanité et les êtres extraordinaires se combattre et se haïr, il serait peut-être bon en fait de faire en sorte d'en faire des alliés, et ils ont essayé de faire en sorte que ces êtres surnaturels travaillent avec, ou surtout pour nous, clairement. Donc voilà, on est un peu dans cette... voilà, il s'est passé ça, et ensuite nous on se retrouve un peu plus tard sur Terre, donc ces êtres extraordinaires, surnaturels, font partie de notre paysage, ils sont là, on a l'habitude qu'ils soient là, même s'ils sont un peu regroupés finalement dans des ghettos, si finalement ils sont un peu traqués aussi, ils sont quand même là. On parle un peu, il y a une petite notion très légère de racisme, parce que voilà, on explique que comme ils sont différents, ils font peur, et les gens ne les aiment pas. Et nous, on va retrouver un personnage, alors c'est lui dont le nom, j'ai un doute, je crois qu'il s'appelle Medv, qui en fait est un espèce de chasseur de primes, en fait, qui est embauché par des personnes ayant les moyens pour retrouver d'autres personnes. Donc c'est un... voilà. C'est pas un détective privé, il va juste récupérer les gens qui ont des dettes ou qui sont recherchés, etc. Et en fait, il chasse principalement des êtres surnaturels.
Et un jour, il va faire la connaissance de Clay, donc cette fameuse femme qui était dans la station au moment où il y a eu la catastrophe. Et il faut savoir qu'elle, elle est vraiment détestée sur Terre parce que finalement, il faut bien trouver un bouc émissaire. Et clairement, c'est sur elle qu'on a un peu tout rejeté la faute, puisque la personne qui était avec elle dans l'espace a disparu au moment où le voile... a disparu, voilà, l'autre personne, Béron, a disparu en même temps que le voile. Du coup, elle est un petit peu la seule à être montrée du doigt et elle le vit très mal. Et en fait, elle va finalement s'associer à Medv pour travailler et ils vont tous les deux continuer à faire ce qu'ils font jusqu'au jour où ils vont voir réapparaître Béron, donc le fameux pote de Clay, mais il est plus vraiment lui-même. Voilà, je peux pas en dire plus. En fait, c'est... Quand tu le lis, c'est facile. Quand tu le résumes, c'est compliqué parce que la construction du roman fait que c'est difficile à résumer. D'ailleurs, ça m'a pas mal perturbée au début. On a des sauts comme ça, sans lien en fait. Je sais pas comment expliquer. C'est comme si on nous mettait juste, tu sais, un flashback d'un moment, et puis pam, le flashback d'un autre moment, et puis pam, un autre. Enfin, tu vois. Et du coup, c'est un petit peu perturbant. Alors il y a des flashbacks, c'est le nom que moi je leur donne, mais qui sont plus longs que d'autres. Là c'est plus simple. Et il y en a qui sont un peu plus courts. Tu sens que l'auteur met plein de choses en place. Je pense que tout va péter dans le tome 2 qui je crois est sorti. Là c'est vraiment une mise en place, malgré le fait que quand même dans la deuxième partie on ait pas mal d'action, notamment à partir du moment où je vous dis ce personnage Béron revient, enfin réapparaît, voilà, où on veut savoir où il était pendant tout ce temps. Qu'est-ce qu'il est devenu? Pourquoi il est comme ça aujourd'hui? Clay va vouloir absolument le sauver parce qu'elle, elle se sent coupable de sa disparition au moment où il a disparu. Donc forcément, là, elle veut absolument le sauver. Du coup, Medv va l'aider. On va voir plusieurs êtres un peu différents, plusieurs personnes qui ont des buts différents, parce que vous doutez bien qu'il y a quand même un petit côté aussi politique avec ce conglomérat qui essaie de diriger les choses, mais qui veut garder quand même le contrôle de la population, soyons clairs. Et voilà, ça peut paraître fouillis ce que je vous dis, on est dans de la SF pour moi. Ça peut paraître un peu fouillis, mais c'est parce que dans ma tête c'est un peu fouillis, je suis honnête. J'ai bien aimé ma lecture, pour moi c'est quand même très introductif. J'ai eu un moment où le fait que voilà, on change comme ça de temporalité, enfin, je sais pas, il y a des trucs parfois dans le récit qui m'ont un peu perturbée dans mon suivi de lecture, mais je vous dis, pour moi vraiment à partir de la deuxième moitié du roman, c'est vraiment passé crème. Je lirai le tome 2, parce que j'ai envie de savoir la suite, j'ai envie de retrouver Medv et Clay, j'ai envie de savoir ce qu'il advient de Béron. Voilà, je pense que le résumé ne vous a pas du tout donné envie, j'en suis désolée, mais sincèrement, c'est un livre que je n'arrive pas, j'ai essayé même de l'écrire, j'arrive pas en fait à ordonner mes idées par rapport à ce roman. Je sais pas pourquoi, j'ai tous mes souvenirs, c'est frais et tout, mais j'arrive pas à ordonner mes idées, c'est très perturbant. Quoi qu'il en soit, c'est un roman qu'on a très vu peu passer, je comprends pas trop pourquoi. D'habitude, dès qu'un roman déjà a une couverture faite par Aurélien Polis, d'habitude rien que ça permet de le mettre en avant de fou, et celui-là c'est vrai que je l'ai très peu vu. C'est dommage, je suis encore toute rouge, j'ai dû couper au montage l'éternuement. C'est dommage qu'on l'ait pas vu plus parce que finalement c'est un livre qui mêle fantastique, science-fiction, avec des personnages plutôt attachants, avec des espèces de métamorphes, des êtres surnaturels. Il y a un bon rythme, surtout à partir de la deuxième moitié. C'est assez différent de ce qu'on peut lire habituellement. Et je trouve ça dommage qu'on l'ait pas vu plus. Donc moi je vous encourage sincèrement à essayer de découvrir ce roman, à me dire ce que vous en avez pensé, si vous arrivez vous à mettre plus en mots le résumé. En plus le résumé de derrière t'aide pas en fait, parce que des fois quand j'arrive pas à mettre en forme vraiment, enfin en mots, le résumé etc. d'un roman, parfois le résumé de derrière m'aide en fait pour vous retranscrire ça. Là non, clairement là ça t'aide pas du tout. Donc voilà, c'était plutôt une bonne lecture. J'en attends beaucoup du tome 2 très honnêtement pour savoir si voilà, si vraiment c'est de la grosse bombe ou pas. Pour moi c'est très introductif et voilà, mais j'ai bien aimé l'univers, j'étais vraiment en immersion. Et j'ai trouvé ça assez sympa, franchement j'ai trouvé ça assez sympa, donc pourquoi pas. Et si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires en fait ce que vous en avez pensé, si vous l'avez aimé, etc. Et ce serait cool que s'il y en a qui le lisent, dites-moi, il est dispo en e-book, vous inquiétez pas, donc vous pouvez vous le procurer si vous avez envie de le lire. En tout cas, ouais, notez-le vous, c'était français ça?
parce que voilà, c'est vraiment... vous êtes nombreux à me dire souvent que vous avez envie de découvrir des romans qu'on voit peu. Sincèrement, celui-ci, moi perso, je l'ai vu nulle part. Voilà, je crois que j'avais vu Johanna de A Book Around the Corner, je crois que c'est ça son pseudo, je me souviens jamais, Johanna Marines, l'autrice de Cendre, qui l'avait montré sur Instagram, mais parce qu'elle fait souvent des dédicaces avec lui, avec Johan, donc en fait forcément bah voilà. Mais ouais, c'est dommage en fait qu'ils sortent pas un peu plus. Et puis voilà, si vous avez envie de découvrir un roman qui est pour le coup un peu différent, alors c'est pas hyper innovant, mais c'est différent et qu'on voit pas partout, franchement pour moi c'est le bon combo parce qu'en plus il est vraiment chouette, franchement il est vraiment chouette. Ensuite on va partir dans un truc plus léger, donc La vie secrète de Bee de Sarah Wolf. Je pense que vous savez que j'aime beaucoup Sarah Wolf, je l'ai redécouverte quand j'ai relu la Donne-moi ton cœur, donc qui était de la fantasy, parce que je l'avais jamais lu dans ce registre-là. J'avais lu sa saga Je te hais passionnément, je sais pas quoi là, ils ont tous des titres comme ça. Et en fait j'aime bien son humour et j'aime bien, en fait tu sens et tu découvres son humour à travers les dialogues qu'elle crée dans les personnages. On a vachement ce truc des personnages qui se détestent en fait, vous savez, mais qui en fait se vannent constamment, mais c'est drôle en fait, hein, c'est gentillet et c'est drôle. Et du coup j'avais très envie de découvrir celui-ci, même si je vais être tout à fait honnête, je déteste cette couverture, je pense que... Je comprends pas. Là par contre, pour moi c'est une énorme interrogation, c'est quoi en fait ce truc, on voit même pas je comprends pas. Et sincèrement, ça fait quelques temps que je l'ai dans ma palle, quelques mois. Et très honnêtement, s'il n'était pas sorti de ma palle, c'est que à cause de la couverture. Hein. Parce que l'autrice, je l'aime beaucoup, donc il n'y avait pas de raison que je le lise pas. Sauf que j'ai bloqué la couverture, je n'y arrivais pas. Et vous voyez, comme quoi, on dit souvent, ah, c'est rien et tout. Si, ça joue parce que j'y arrivais pas. Bref. Là, actuellement, j'avais très envie de retrouver l'humour de l'autrice, donc j'y suis allée, et c'était chouette. Franchement, c'était très très chouette. Donc on suit Bee, qui est une adolescente, qui en fait n'est pas très fortunée, mais qui a envie de beaucoup de choses, notamment de devenir psychologue. Parce que il y a quelques temps, ils ont découvert que son père, en fait, était dépressif, hein, mais la maladie, hein, pas juste, il était en mode « Oh, je suis triste », non, la vraie maladie, hein, celle qui est créée par des manques au niveau des protéines du cerveau, protéines ou molécules, c'était peut-être ça que je voulais dire, bref, je suis pas médecin. Et donc voilà, donc il y a quelques années, son père a été diagnostiqué comme étant quelqu'un de dépressif, et depuis, en fait, elle a complètement chamboulé sa vie, et elle a décidé de tout faire pour devenir psychologue, parce qu'elle veut guérir cette saloperie de maladie, aider son père et aider les autres par la même occasion. Elle va réussir à obtenir une bourse pour intégrer un lycée qui est très prestigieux et très réputé. Le problème, c'est que dans ce lycée, il y a beaucoup de riches, d'enfants, voilà, d'ados, qui viennent de familles très fortunées. Il y a notamment la famille Blackthorne, il y a ces trois jeunes garçons, hein, qui sont chacun à un niveau différent dans le lycée, qui sont très importants déjà parce qu'ils sont très populaires, et puis aussi parce que leur père a un vrai impact sur le lycée en fait. Il a des contacts très importants, il est très fortuné, et il peut agir assez facilement et à son aise dans la vie du lycée, ce qui est un peu chelou, hein, mais aux États-Unis c'est comme ça. Et en fait, donc, il y a trois garçons, il y a Fitz, Burn et Wolf. Voilà, Wolf. Oui, ils ont des noms chelous. Hein. Et en fait, elle va commencer dès le début à être prise en grippe par le pire des trois, donc Wolf. Ça me perturbe ce prénom, par Wolf, qui en fait lui met des cartons rouges aux gens. En gros, quand il estime que quelqu'un a fait un truc de mal, il lui fout un carton rouge en lui disant attention la prochaine fois, nanana. Bref, assez bizarre, hein. C'est-à-dire qu'il fait un peu peur à tout le monde, et elle va se le mettre à dos dès le départ en fait. Dès le départ, ça va clasher avec lui. Et lui va décider en fait de la dégager du lycée, donc il va demander à son père de supprimer la bourse de Bee pour qu'elle soit virée en fait. Sauf que ça va pas se passer exactement comme ça, puisque le père, donc Monsieur Blackthorne, va demander un entretien avec Bee et va lui proposer un marché. En gros, lui, en fait, depuis quelques années, depuis que sa femme est décédée, il ne sait plus vraiment ce que font ses fils, il échange plus avec eux, et surtout, il les contrôle plus ni rien, et ça le dérange en fait. Et du coup, là, il va demander à Bee, en gros, de se rapprocher des trois, donc de Fitz, Burn et Wolf, et en gros, de venir toutes les semaines à un rendez-vous avec lui et de lui répéter tout ce qu'elle sait sur eux, en fait, et en échange, il maintient sa bourse.
Au début, elle est pas vraiment pour, et puis finalement, elle se dit que sa bourse, elle en a besoin pour devenir psy, pour pouvoir aider son père, donc elle accepte. Elle va se rapprocher des 3 frangins qui sont tous les 3 très différents, mais vraiment très très différents, et elle va devenir amie avec eux. Il va y avoir une romance avec l'un d'entre eux, forcément, et c'était vraiment très sympa. J'ai bien aimé le fait qu'elle se rapproche des 3 et pas que de celui avec lequel elle va vivre une histoire d'amour. Parce que voilà, il y a une vraie histoire d'amitié, il y a une espèce de... Comme si en fait les deux faisaient un peu un effet tampon l'un pour l'autre. À chaque fois qu'elle se rapproche de l'un d'entre eux, et bien en fait elle se rend compte qu'elle les aide et que eux leur apportent aussi quelque chose. Et c'était joli, il y avait des belles histoires d'amitié. C'était vraiment chouette, franchement c'était vraiment chouette, ça aurait fait un super téléfilm. C'était vraiment cool. Maintenant j'ai trouvé ça un peu tordu, l'histoire du paternel là, c'était un peu bizarre. Et puis voilà, on a une romance au milieu de tout ça, mais tout n'est pas si facile parce que effectivement ces 3 jeunes garçons sont un peu détruits par la mort de leur mère, la raison pour laquelle leur mère est morte. Donc je vais pas vous dévoiler aujourd'hui. Et puis on a également Bee à côté qui en fait a une vie particulière parce qu'elle est vraiment obsédée par le but qui est de soigner son père, et en même temps elle a du mal à vivre parce qu'elle est toujours angoissée à l'idée de laisser son père, elle a peur qu'il se suicide, elle a peur que sans faire exprès il laisse cramer un truc. Voilà, elle a du mal en fait à vivre sa vie en fait parce que elle a constamment peur pour son père, sa mère n'est pas présente il faut bien que quelqu'un travaille, donc elle est tout le temps au boulot. Voilà, donc on a quand même des situations pas simples, mais en même temps ça reste un roman assez léger et qui te fait passer un bon moment. Alors c'est pas le roman de l'année clairement, mais moi j'ai passé un chouette moment. Dans les échanges verbaux, dans les dialogues, tu retrouves la petite touche qui moi me plaît chez Sarah Wolf. Donc voilà, j'ai passé un bon moment, c'était cool. Voilà, j'ai passé un chouette moment, tout simplement, et moi j'aime toujours autant cette autrice, et avec moi ça marche en fait, donc je continue. Pour terminer, je vais vous parler de Rosen, le tome 1, donc le livre 1 de Laetitia Daney aux éditions J'ai lu. C'est un roman qui me faisait super envie, parce que pour moi il y a un côté oriental, et c'est très rare dans les romans, surtout les romans young adult, et du coup j'avais très envie d'y aller. Si vous voulez un roman avec ce type avec ce décor en fait, vous avez Rebelle du désert, en young adulte, qui est sorti chez Pocket Jeunesse. Je finis ma phrase, c'est mieux. Mais c'est vrai que c'est pas non plus un décor qu'on retrouve très souvent, en fait. Il y a les rumeurs d'Issar aussi. Voilà, bref. Du coup, j'avais vraiment très très envie de lire ce livre. Et alors, j'ai été super étonnée, parce que pour moi, ce livre, c'est le Bachelor version fantasy et version Orient. Voilà. Je pense que dans le 2 ça va être complètement différent vu la fin du 1, donc j'ai très très envie de lire le tome 2. D'ailleurs je me demande si je vais pas me le prendre en numérique, parce que il est sorti depuis longtemps, hein, puisqu'ils étaient sortis en grand format avant, histoire de terminer cette saga, parce que je crois que c'est un diptyque, dites-moi si je dis une bêtise, parce qu'en fait je dis ça mais je me suis pas renseignée. Alors, dans Rosen, en fait, il y a 2 peuples. On a les djinns, donc qui sont des êtres qui sont censés avoir des pouvoirs magiques, mais qui dans la société actuelle sont bridés, en fait, ils ont un espèce de tatouage dès la naissance en fait, et ils sont bridés, ils ne peuvent pas utiliser leur pouvoir. Il y a quelques années encore, ils étaient esclaves des Dagmir. Alors eux, on sait pas trop ce que c'est, mais c'est des Dagmir, voilà. Ils étaient esclaves, et en fait, les Dagmir en fait se servaient des djinns comme drogue en gros, hein. C'est-à-dire que ils leur pompaient le sang, et dans le sang, il y a ce qu'ils appellent le fluide, qui fait partie, c'est ce qui leur donne les pouvoirs en fait aux djinns, et du coup les gens en fait, les Dagmir etc, consommaient ce fluide, soit pour devenir plus beau, soit pour avoir tel pouvoir, soit pour ceci cela, et ça devenait une réelle drogue, et ils vidaient littéralement comme ça les djinns pour pouvoir se droguer, hein, finalement. Il y a très peu de djinns qui ont survécu et qui ne sont pas encore aujourd'hui un peu à la portée de ce peuple qui les vide littéralement. Il y a la famille donc de Rosen qui eux sont des intouchables. Donc en fait ils ne peuvent pas être consommés, voilà. Et ils vivent aussi dans un lieu particulier, et le père de Rosen, qui est donc le chef un peu de ce clan, est un des rares djinns aujourd'hui à ne pas être entravé, donc à pouvoir se servir de ses pouvoirs. Chaque djinn a un pouvoir particulier, hein. Tout le monde n'a pas les mêmes pouvoirs, et lui il contrôle les plantes, la nature, etc. Et il a 3 filles, dont Rosen qui est la fille du milieu, et en fait
le roi des Dagnir, en fait, va proposer un espèce d'accord de paix, en fait, entre guillemets, en disant au père de Rosen, voilà, vous avez 3 filles, j'ai 3 fils, vous m'envoyez vos 3 filles, elles rencontrent mes 3 fils, et puis si on arrive, grâce à ça, à créer ne serait-ce que 1, 2 ou 3 mariages, eh bien, on pourra peut-être, entre nous, être un peu plus en paix. Donc, quand Rosen et ses sœurs découvrent ça, le premier réflexe, elles veulent fuir, hein. Il est hors de question qu'elles aillent épouser ces monstres, donc elles veulent fuir. Finalement, la fuite va pas très bien se passer. Elles vont donc être envoyées dans ce royaume qu'elles ne connaissent pas, découvrir ce roi qui, sous prétexte d'un futur potentiel mariage, et fait semblant d'être gentil. Il est assez belliqueux, il est vraiment horrible ce bonhomme en fait. Enfin voilà, et en fait elles vont devoir rester dans ce château. Ce qui était négocié, c'est qu'elles ont 3 mois, en fait, et là, t'arrives dans un truc où t'es clairement dans le bachelor, quoi. Elles ont chacune un rendez-vous avec chacun des 3 garçons, elles vont devoir choisir. J'étais en mode, mais mon Dieu, et c'était ultra long, ce passage était ultra long, et il me gonflait, si vous saviez. Je trouvais pas ça intéressant. Alors ça te permet un petit peu, à travers ces rendez-vous, de découvrir un peu plus de la personnalité des 3 frères, même si tu sais dès le départ lequel va avoir une réelle importance et lequel n'en aura pas. Et surtout, ça te montre un petit peu la différence au niveau des 3 sœurs, et chacune va avoir un truc particulier. Et il y a que Rosen qui est un peu en retrait et qui elle est plus dans le complot en fait, en mode ok, il faut que je choisisse le bon des 3 parce que la tradition veut que alors c'est pas le premier-né qui va hériter de la couronne. En fait, il y a une espèce de grande jarre, le chef et sa femme entre eux décident lequel de leurs enfants va hériter du trône, ils le mettent sur un papier dans cette jarre, et le jour où le chef meurt, on casse la jarre, on prend le papier, on voit qui est l'héritier en fait. Et le but de Rosen, c'est vraiment ça en fait, c'est de savoir qui va être cet héritier, et il faut pas qu'elle se trompe, hein, c'est un pari en fait, pour être sûr d'épouser le bon, et de pouvoir avoir un réel impact sur son peuple, et pour pouvoir essayer de libérer et de protéger les djinns. Bref. Donc il y a tout ce côté un petit peu politique qui pouvait être sympa, mais c'est pas vraiment ce qui était mis en avant, on était vraiment dans le bachelor, hein. Sauf à la fin où là tu te rends compte que oui, le côté politique va prendre place, et là ça devient intéressant, et du coup j'ai très envie de lire le tome 2. Le tome 1 est vraiment chouette, hein. Franchement il est vraiment chouette, sauf si t'es complètement répugné par la romance, là ça va te poser problème. Mais on est vraiment dans un jeu du chat et de la souris. Voilà, ces espèces de rencontres, des personnages qui forcément s'entendent pas, d'autres qui s'entendent tout de suite, une des sœurs qui de toute façon à chaque fin de rendez-vous tombe amoureuse, hein, donc elle aime les 3, donc comme ça c'est pas compliqué. Enfin voilà, t'as tout ce truc là, mais en même temps tu te doutes bien qu'il va y avoir quelque chose de plus, sachant qu'en plus Rosen est une jeune fille qui a vraiment, elle est assez badass, hein, elle a vraiment du tempérament, et ça fait du bien, parce que quand on voit les 2 autres, il fallait qu'il y en ait au moins une. J'ai passé un plutôt chouette moment de lecture. J'avoue que quand j'étais au milieu, ça me saoulait. Mais parce que moi, je suis pas fan de ce genre de choses. Bachelor en fantasy, c'est pas mon délire. Mais alors, dès qu'on a dépassé ça, qu'on est entré un petit peu plus dans les manipulations politiques, et surtout dans cette fin qui m'a un peu bluffée parce que je m'attendais pas à la réaction de certains personnages, là je me suis dit, oh oui, il faut que je lise le tome 2, et j'espère que du coup on sera vraiment dans ce que j'attends en fait, hein, donc plus dans les complots, dans les vengeances, dans tout ça, j'espère vraiment tout ça. En tout cas, j'aime beaucoup l'univers qui est vraiment très chouette, il y a plein de choses qui sont mises en place, des nouveaux êtres qu'on ne connaît pas, voilà, l'univers est assez riche, c'est assez cool. Alors après ça reste du young adulte, hein, donc vous attendez pas un truc ultra développé comme en fantasy, mais ça reste assez riche. Le petit truc qui m'a étonnée, c'est qu'en fait j'ai un autre roman de l'autrice dans ma palle, Initié je crois, et quand je l'avais montré, tout le monde m'avait dit tu verras, l'autrice elle a une écriture incroyable, c'est très poétique, enfin voilà, on m'avait vraiment vendu la plume de Laetitia Danaé. Du coup quand j'ai attaqué celui-ci, je m'attendais aussi à ça. Et en fait, c'est pas du tout le cas dans Rosen. J'ai pas dit, je ne dis pas qu'elle écrit mal, attention. Hein. Je dis juste que c'est pas ce qu'on m'avait promis, en fait. Hein. Moi, on m'a dit, oui, tu verras, plume de dingue, poétique, travaillé, des belles phrases. Et en fait, non, hein, c'est assez simple. C'est bien écrit, mais ça reste assez simple. Donc peut-être que c'est que pour l'autre saga. Je verrai quand je la lirai. En tout cas, je vais déjà finir celle-ci avant d'attaquer l'autre. Voilà, je vous dis, quand je vous en ai parlé sur Instagram, j'étais au milieu J'étais au milieu en fait du roman, et c'est vrai que je commençais à m'ennuyer un peu, j'étais un peu saoulée, et puis finalement une fois que j'ai dépassé ce passage, j'ai trouvé ça génial, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, j'attends la suite en espérant qu'on soit plus du tout dans cette
dans ce truc en fait de version voilà, de bachelor version fantasy. J'espère vraiment qu'on n'y sera plus. Voilà. Voilà, je vous ai parlé de ces lectures, de ces 7 lectures. J'ai l'impression que c'est le pire point lecture de ma vie, je vous jure. J'ai été interrompue toutes les 5 minutes, mon appareil photo n'a pas arrêté de déconner, et en plus mon cerveau est pas très bien branché, donc je suis désolée si c'est un peu cafouillis. Je fais ce que je peux, hein. Vous savez que la situation actuelle est pas forcément simple, et elle l'est pour personne, et pour mon cerveau non plus, hein, donc j'ai un peu de mal. Je voulais vous dire aussi que du coup je faisais pas trop de contenu en ce moment sur Instagram, mais parce qu'en fait je ne sais pas quoi vous dire. Sincèrement, je suis un peu perdue, et du coup aujourd'hui j'ai une illumination en me levant dans mon lit ce matin. Donc je pense que là, pour les prochains jours, donc je vous le dis parce que si ça peut vous intéresser, vous pouvez me rejoindre sur Insta, ou si vous avez Insta, vous pouvez le faire avec moi, ce qui pourrait être assez cool. Je me suis dit qu'en fait, j'allais vous présenter tous les jours, là, jusqu'à ce que je puisse plus, parce que j'y aurai physiquement, ça sera plus possible, une maison d'édition où je sélectionnerai 3 livres, donc qui sont dans ma bibliothèque, donc mes 3 livres préférés de cette maison d'édition. Je vais créer un hashtag que je n'ai pas encore créé là tout de suite, mais que je vous mets là, voilà, pour qu'on se retrouve et qu'on puisse voir ça. Aujourd'hui, je vais commencer par Scrineo, donc tout à l'heure, je vous ferai une petite story où je vous montre mes livres Scrineo et où je vous montre les 3 que je préfère, et que je vous dis pourquoi en fait. Et je pense faire ça avec toutes les maisons d'édition que j'ai dans ma bibliothèque. Ça vous permet déjà de voir un peu plus ma bibliothèque, parce que suite au dernier tag que je vous ai fait, le bookshelf tag, vous êtes plusieurs à m'avoir dit que vous étiez frustrés parce que j'avais pas été dans les détails pour vous montrer mes bouquins. Là, ça vous permettra d'en voir plus, de voir ceux que je préfère par maison d'édition, donc en plus de faire un petit, tu vois, un petit spot sur la maison d'édition, je trouve ça cool. Donc voilà, donc si vous le faites, ce qui serait cool en fait, c'est de partager avec le hashtag, c'est juste pour que moi je puisse vous retrouver, et que tous ceux qui sont intéressés par ce truc-là puissent aussi vous retrouver. Donc partagez le hashtag, me taguer, ça serait aussi cool, parce que comme ça je vous retrouve. Je vous rappelle que pour taguer, pour tous ceux qui savent pas, parce que vous êtes nombreux à me poser la question, c'est simple, hein, vous mettez arrobase et mon nom en fait, Steph de Piketty, et moi je vous retrouve sur la photo. Ou dans les commentaires, hein, peu importe. Et puis vous pouvez aussi taguer la maison d'édition, je pense que ça leur fera plaisir. Clairement, voilà, de voir une petite sélection des livres qu'on aime chez eux, ça peut être toujours cool. Voilà, donc moi je vais commencer par Scrineo aujourd'hui, demain je changerai de maison d'édition. Ça me permet déjà en fait de vraiment faire des stories qui sont axées sur les bouquins, de vous montrer des livres, voilà, de vous montrer des livres que j'aime bien, et puis ça va me permettre aussi, c'est pour ça que j'espère que vous allez le faire, c'est de me permettre aussi de découvrir des nouveaux titres. En fait, ça pourrait être cool parce que je n'ai pas de bouquins dans toutes les maisons d'édition, donc si je pouvais voir vos chouchous dans certaines maisons d'édition vers lesquelles moi je vais jamais, ça pourrait être vraiment super cool. Voilà, c'est tout. Donc si ça vous tente, c'est pas compliqué, tous les jours, ou tous les 2 jours, ou tous les 3 jours, ou vous pouvez le faire qu'une fois si vous voulez, peu importe, mais sélectionnez 3 romans dans une maison d'édition, tu nous montres ta collection dans ces romans, dans cette maison d'édition, tout ce que t'as, et tu nous montres les 3 que tu préfères, et tu nous dis pourquoi. Voilà, ça peut être cool. C'était mon illumination du matin, je pense que ça va être la seule illumination de mars, donc profitez-en. Voilà. Du coup, je vous laisse parce que je pense qu'elle est assez longue. Je vous fais plein d'énormes bisous. On se retrouve, j'espère, ce week-end, si j'ai le temps de tourner la vidéo sur les services presse, puisque c'est celle-là qui est prévue pour dimanche. Et donc voilà, donc on se retrouve dimanche dans une nouvelle vidéo, et puis très bientôt dans un autre point lecture, parce que j'ai encore 7 bouquins à vous présenter. Voilà. Je vous fais des bisous.